Bienvenue dans Droit dans vos oreilles, le podcast de la clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès au droit pour tous. Nous recevons pour ce 3e podcast Louis Saillant, officier des forces spéciales de l'armée française et auteur du livre Chef de guerre. Alors bonjour Louis Saillant, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation du pôle pénal de la clinique juridique de Lille. Vous êtes ancien commando marine et donc on va revenir durant ce petit enregistrement de quelques heures, de revenir sur votre parcours, les conseils que vous pouvez donner aux étudiants, les moments marquants de votre carrière, et puis on pourra aussi évoquer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité géopolitique. Comme on en a parlé juste avant de commencer, à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment, et c'est pas du tout pour faire de la pub gratuite ou quoi que ce soit, de lire. Si je lui demande de le dire. Non, mais vraiment de lire ce livre Chef de guerre, donc de Louis Saillant aux éditions Mareuil. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'armée, il y a beaucoup de livres de personnes qui retracent leur parcours, mais pas avec autant de, je sais pas si c'est le bon mot, mais avec autant de lucidité que vous le faites. Et en fait, on arrive à la fin de ce livre déjà très très rapidement et avec une réelle envie de s'engager, de donner sa vie pour la nation à la fin, parce qu'on comprend des choses. On comprend que aussi on aura l'occasion de l'évoquer, mais de combattre aussi aujourd'hui sur le plan des idées des ennemis. Et c'est vraiment intéressant. Donc j'invite tout le monde à lire ce livre, que vous soyez intéressé de près ou de loin à ces métiers-là. Je vais commencer par une question très simple, mais qui, à mon avis, va nous amener à en découler sur beaucoup d'autres. Comment résumeriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas Louis Saillant? Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très flatté d'avoir des invitations de ce genre. Je suis toujours surpris, mais Ça aussi, je lui ai demandé de le dire. ouais, non, mais c'est vrai, je suis très flatté. Moi, j'ai tendance à me présenter d'une manière un peu laconique. D'ailleurs, on me le reproche parfois souvent, mais pour moi, j'aime bien faire simple. Donc, je dis que je suis un ancien militaire. Voilà. Donc, c'est ma présentation, on va dire un peu sobre. Après, s'il faut étayer, voilà, je peux préciser qu'effectivement, j'ai passé 10 ans. J'ai 14 ans d'armée et 10 ans au service des opérations spéciales en tant que commando marine où j'ai pu faire 2 grandes familles d'actions, des actions cinétiques et des actions de renseignement. D'accord, très bien. Et justement, avant de revenir sur ce grand parcours dans l'armée, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à l'armée? Quelles ont été vos envies? À quel moment? Parce que c'est vrai qu'ici, et qui nous écoutent beaucoup d'étudiants, et on aime bien souvent, nous, en tant qu'étudiants, se rattacher à des personnalités, entre guillemets, qui ont eu un parcours. Et donc voilà, est-ce que vous pouvez justement nous raconter qu'est-ce qui vous a mené à faire aujourd'hui 14 ans dans l'armée? Alors, moi, initialement, je ne me destinais pas à l'armée. C'était pas quelque chose qui m'était familier d'une part. J'avais pas de famille qui était dans l'armée. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans l'armée. Il y a beaucoup de fils de militaires, de frères de militaires. Et pour mon cas, je voulais être professeur. Voilà. Parce que j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup, j'aime toujours, la pédagogie et les enfants. Donc je suis parti à l'université après mes études au lycée, généraliste, des études généralistes. J'ai fait de la physique et de la chimie à l'université. Puis très vite j'ai compris que il me manquait quelque chose, que j'allais faire un programme tous les ans qui allait se répéter et que j'avais besoin de plus. Voilà. Donc c'est là où j'ai commencé à penser à autre chose. Et il se trouve que comme je logeais chez mes parents et que je travaillais quand j'avais pas cours, je travaillais donc en restauration rapide. J'avais un peu d'argent de poche que j'utilisais pour notamment aller voler les week-ends en aéroclub. Donc j'allais dans des petits aéroclubs, enfin dans un petit aéroclub, me faire instruire. Et un de mes instructeurs était un pilote militaire professionnel d'hélicoptère qui m'a incité en fait à passer les concours militaires pour devenir pilote. C'était une première espèce d'inflexion dans ma vie qui m'a permis de voir un autre domaine d'une manière accessible et d'avoir quelqu'un voilà, qui pouvait m'initier un petit peu à la chose. Donc je me suis tourné vers ces concours que j'ai pu passer et qui m'ont permis de rentrer en tant qu'élève pilote dans l'armée de l'air où j'ai fait 3 ans.
3 ans au bout desquels j'ai bifurqué une fois de plus à la suite d'une autre inflexion où je sentais que la cabine d'un avion c'était sympa, c'était confortable, c'était exaltant hein, parce qu'il y avait beaucoup de boulot et Mm. c'était dur. Moi je travaillais beaucoup, mais j'avais besoin de plus encore. Et puis un jour, bon voilà, comme je raconte dans le bouquin, il y a eu ce moment où j'ai découvert qu'il y avait encore d'autres spécialités assez particulières dans les armées, que sont par exemple celles des commandos. Et là, bon, j'ai encore bifurqué et là c'était pour de bon parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être très épanoui Mm. et dont j'étais très content. Hmm. Ouais, justement, vous en revenez très très régulièrement sur votre livre à parler des différentes divisions de l'armée et les différents types de forces spéciales. Comme on vous expliquait juste avant, nous on est vraiment une association qui est tournée vers la démocratisation du droit. Et donc ça part aussi de la démocratisation des mots et des notions. Est-ce que du coup vous pouvez juste nous expliquer très rapidement, hein, très brièvement, les différentes divisions de l'armée, donc terre, air, la marine et les différents types de forces spéciales? Alors l'armée donc est constituée de 4 grands corps. L'armée de terre, qui est le plus gros volume militaire en France, et qui a le plus grand nombre d'armes, plus grand nombre de personnel. Ensuite, il y a la marine et l'armée de l'air, qui sont, on a tendance à dire que c'est des armées de spécialistes. Voilà, il y a beaucoup de spécialistes. Et ensuite, il y a la gendarmerie, avec qu'on connaît un peu mieux généralement. Et ensuite, dans ces armées, donc il y a plein de spécialités, plein de métiers différents. Et dans les spécialités, il y a notamment tout ce qui est action spéciale, qui sont la composante force spéciale qu'on a rassemblée au sein du COS. Donc c'est ce qu'on appelle le commandement des opérations spéciales, qui a été créé dans les années 90 pour répondre à un besoin d'action dans des zones grises, on va dire, face à des menaces qui sont parfois asymétriques. Et donc ça, chaque armée a créé son espèce de pool de forces spéciales qui sont rassemblées au sein du COS. Donc dans l'armée de terre, on trouve les régiments tels que le 1er PIMA, le 4e RHFS, le 13e RDP, qui sont des régiments respectivement d'action, de transport et d'appui aérien et de renseignement. Ensuite, dans l'armée de l'air, on a donc les CPA-10, qui sont pareil, des unités spécialisées dans les actions de choc. Donc c'est les commandos parachutistes de l'air. Et enfin, on a les commandos marines dans la marine, qui font la même chose, mais avec une composante tournée vers le littoral. Donc il y a tous ces corps-là et il y a aussi d'autres unités avec lesquelles on travaille de manière privilégiée. Je pense au 2e régiment de hussards, qui sont des régiments d'enseignement. Je pense au GIGN, avec qui on travaille très régulièrement. Au RAID, avec qui on travaille de plus en plus aussi. Voilà. Donc tout ça, ça forme une espèce de sous-famille dans l'armée de ce qu'on appelle les forces spéciales et qui répondent à un besoin un peu plus contemporain des guerres actuelles. Ok. Et est-ce que justement, Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. si c'est justement c'est très clair et je crois que je l'ai jamais entendu de manière aussi claire parce que j'avais fait quelques recherches un petit peu avant pour bien comprendre et donc ça c'est très bien. Mais est-ce que justement c'est assez simple de passer de famille en famille entre guillemets ou généralement quand par exemple on va être commando marine on y reste ou on peut vraiment avoir un parcours pas du tout linéaire. Alors, on peut ne pas avoir un parcours linéaire, mais généralement, quand on est absorbé dans une famille, donc quand vous rentrez dans un régiment comme le 1er PIMA, par exemple, on a tendance, 99% des gens font leur carrière dans leur PIMA, 1er PIMA. Donc généralement, on reste quand même dans sa famille, même si on est amené à travailler avec d'autres unités et à voir ce qui se fait ailleurs. Après, parfois, aujourd'hui, certains font une deuxième carrière dans d'autres services de renseignement, par exemple. Ils peuvent partir à la DGSE, à la DRM, à la DGSI, etc. Donc il y a des passerelles en interne pour faire plein d'autres choses. C'est aussi l'avantage de l'armée, c'est que l'armée offre plein d'opportunités en interne à ceux qui sont prêts à se donner les moyens. Mm. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Après, il y a aussi des spécialités qui sont transverses. Donc vous avez par exemple le service de santé des armées, qui est un service de santé, donc qui n'est pas une armée en soi, et qui a donc du personnel qu'il répartit dans les différentes armées. Et donc, quand vous êtes infirmier, par exemple, vous pouvez passer d'une unité à une autre, d'une armée à une autre, assez facilement. Ok. Voilà. Je vais pas faire trop durer le suspense. Vous revenez très longuement, et c'est ce qui nous prend tout de suite dans le livre, dès le chapitre 2, sur un stage commando que vous faites à Lorient au début de l'année 2011. Vous avez effectué avec une centaine de candidats. On voit
beaucoup d'émissions télé sur ces stages de commando marine. C'est presque un fantasme pour Mmh. ces émissions-là. Et de l'extérieur, ça peut paraître fou pour des personnes qui sont pas du tout dans le milieu de voir ce que des hommes peuvent subir. Vous dites notamment dans votre livre que ça vous est arrivé durant ce stage à un moment donné de vous endormir dans une flaque d'eau tellement que la fatigue était prépondérante. Est-ce que vous dites aussi que vous y avez rencontré le pire comme le plus beau de la nature humaine. Est-ce que vous pouvez justement revenir un petit peu sur ce stage commando, expliquer concrètement à quoi il sert, c'est quoi vraiment le but? Est-ce que c'est de casser des hommes ou à l'inverse de voir la petite limite? Euh, voilà, et si vous pouvez revenir un petit peu sur... Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le stage commando, ce n'est pas donc un centre de formation, c'est pas, on va vous former, mais c'est un peu à la marge. Ce qui compte essentiellement, et là où il y aura le plus d'attrition, c'est-à-dire de personnes qui vont faire l'échec, c'est au niveau du filtre. Le stage commando, c'est un grand filtre, en fait, qui nous permet de faire le tri entre différents profils qui vont se présenter, pour ne prendre que les profils qui peuvent correspondre à ce dont on a besoin en commando. Donc ça veut dire que si vous ratez le stage commando, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais soldat, ça ne veut pas dire que vous êtes bon à rien, bien au contraire. Ça veut dire que vous n'êtes pas adapté au profil de commando. Hmm. Vous pouvez être, par exemple, un très bon technicien dans votre domaine d'expertise. Vous passez le stage commando, ça ne marche pas. C'est pas fait pour vous. C'est pas, voilà, c'est pas non plus la fin du monde, mais ça nous permet de donc sélectionner des profils. Bon, processus assez classique, hein, on voit ça avec les concours, on voit ça, voilà, c'est quelque chose de très classique. Mais ce qui est intéressant dans le stage commando, c'est c'est un espèce de microcosme. Quand on nous fait passer le stage commando, il y a déjà un espèce de sceau du secret sur beaucoup de choses. Quand on arrive, on ne sait pas quel instructeur, on ignore le nom des instructeurs, on ignore la planification. Donc quand vous arrivez le premier jour, vous percevez votre matériel et dans l'instant, vous partez faire vos premières épreuves. Vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire l'heure suivante, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Donc il y a une forme d'incertitude qu'ils entretiennent en vous pour voir si vous êtes capable de tout donner à tout moment. En fait. Voilà. Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment un contexte très particulier. Il y a plein d'épreuves dont on ignore tout à fait la nature. Le coxage, par exemple, c'est pas ce qui va nous arriver, c'est un mystère. Et donc ça contribue un petit peu à tester aussi, et bien sûr, les mentalités, tester les nerfs de chacun, savoir jusqu'où on peut tenir, etc. Et ensuite, vous parliez voilà, de s'approprier un peu ses limites. C'est aussi, ça nous offre aussi un contexte un peu sécurisé pour aller toucher du doigt des limites qu'on ne pourrait pas toucher dans un autre contexte. Hmm. Euh, ne pas dormir pendant 5 jours, ne pas manger pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça fait en fait? Comment je me comporte à ce moment-là? Comment j'aimerais me comporter et comment je me comporte réellement? C'est deux choses qui sont très très différentes. Des gars qui sont très sympas et avec qui sont très généreux, très fraternels avec leurs copains, au bout de 3 jours sans dormir, ils deviennent les plus grands égoïstes. Ils ne pensent plus qu'à eux, et voilà. C'est ce genre de choses qui peut typiquement arriver et qu'on voit se révéler dans ces épreuves-là, sans compter bien sûr le froid, la fatigue de l'épreuve, et puis voilà, cette espèce d'incertitude permanente de ne pas savoir ce qu'on fait dans une demeure. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments qui font que on est vraiment mis à rude épreuve, ça fait le tri, et puis à la fin, on a la substantifique moelle des mecs dont on a besoin pour entrer chez les commandos marines. Et comment on vit ça justement de l'intérieur quand on a un homme où on pensait que c'était vraiment quelqu'un de confiance et que finalement avec la fatigue il se transforme entre guillemets et que c'est plus du tout le même. Comment, parce que on est vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, enfin à l'intérieur et à l'abri de tout. Comment du coup la réaction entre les hommes s'effectue Bon, on nous pousse dès le départ, on nous explique bien que ce n'est pas une compétition entre nous, Hmm. c'est-à-dire qu'ils vont pas prendre euh, le, le, le meilleur. Ce qui va aussi beaucoup compter, ça va être notre comportement envers nos camarades. Notre esprit de camaraderie, notre esprit d'équipage, en fait. Ça, c'est quelque chose qui va être prépondérant dans la façon dont ils vont nous voir, parce que on est en observation quasiment 24 heures sur 24. Il y a toujours un instructeur qui traîne pour nous observer, pour relever le comportement de chacun. On a tous des numéros. Donc pour eux, c'est très Hmm. simple de, de, de Vous repérez nous repérer et de garder une attention particulière sur le numéro 103
parce que c'est simple à retenir, le 103. Ils vont avoir leur petit numéro préféré, et puis voilà. C'est beaucoup plus simple que de retenir les noms de chacun, etc. Donc, et c'est aussi fait pour justement qu'ils aient une supervision qui soit facilitée. Euh, Surtout quand on est tous grimés, on est tous dans la même tenue, on a tous la même coupe de cheveux. Et à un moment, ça devient difficile de Mm. savoir lequel avait fait quelle action la veille. Donc, on a ce petit numéro donc sur nos épaulettes. Et voilà, donc c'est vraiment, on nous encadre et on est observé en permanence. Donc on peut pas finalement, on peut pas mentir en fait. C'est là où c'est très intéressant, c'est que personne ne ment. On ment peut-être un peu au début, Et on se après, ment on comprend soi-même, on ment que aux autres, et puis après on découvre finalement euh, notre vraie nature ou tout du moins notre vrai combat intérieur. En fait, quelle est notre part d'ombre. Enfin, je considère, mm, j'appelle ça la part d'ombre, c'est un concept psychanalytique qui dit qu'en fait, on a tous une espèce de part d'ombre qui refait surface dans certaines situations un peu particulières. Et donc, l'idée, c'est de l'apprivoiser, en fait. C'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et quand elle ressort, comment s'en servir. Parce que c'est une part d'ombre qui a une utilité, bien sûr. qui peut nous pousser à plus, à condition de la dominer. Mais on va pas rentrer là-dedans. Ça, c'est un autre domaine. Après, c'est un autre domaine Voilà. qu'on maîtrise un peu moins. Et à la fin de ce stage, justement, vous parlez de la fameuse remise des bérets. Là aussi, je pense qu'on a tous entendu parler. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça représente et l'émotion aussi que c'est de recevoir, après des mois de stage, ce symbole qui... Le béret vert, c'est la concrétisation, en fait. C'est un peu notre carotte pendant tout le stage commando. Il y a tout un, nous les premiers, on est très marqués par euh, la symbolique qu'il y a derrière le béret vert, son accession. Quand on voit des gens, quand on n'est pas béret vert, surtout dans le milieu des fusiliers marins, donc on évolue avant de passer le stage commando. Quand on voit quelqu'un venir avec un béret vert, bah, en fait, voilà, Hmm. tout de suite, ça nous met, c'est assez impressionnant, en Ouais, fait. c'est Voilà. impressionnant. Donc, c'est nous de se voir remettre cette même chose pour laquelle on avait une certaine admiration, une très grande admiration. En fait, c'est quand même une sacrée consécration en tant que professionnel militaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment un achèvement hyper important. Et je vois quand je discute avec même nos anciens, tous nos aînés bérets verts, ils se souviennent très bien de leur stage. Hmm. Ils se souviennent comme si c'était hier. Ils se souviennent très bien des moments forts, des moments difficiles, et ils se souviennent de la remise, de qui a remis leur béret vert. Et puis bien sûr, tout le monde se souvient de son numéro de béret. On a tous un petit numéro de béret, un numéro sur notre petite pucelle, et tout le monde s'en souvient. Hmm. Parce que c'est un événement qui est marquant, oui, qui nous marque à vie. Ouais, c'est vraiment cette concrétisation d'avoir repoussé ses limites pendant des mois et d'avoir justement réussi, comme vous l'avez dit, à dompter cette part d'ombre qu'on avait en nous et de se dire que ça y est, les missions, entre guillemets, peuvent commencer. Et Exactement. voilà. C'est aussi l'accession, c'est ça, à tout un monde un peu fantasmagorique, Oui, presque. voilà, c'est C'est-à-dire ça. qu'on se dit, parce que les opérations spéciales, jusqu'à ce qu'on ait le béret, c'est complètement opaque, en Mm. fait. C'est un pari, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait un pari en se disant, ça doit être incroyable. Alors on a des on-dit, on a des légendes, on Oui, a les films, des les séries histoires, aussi voilà. qui jouent. Mais on ne sait pas exactement ce que les gars font. Au quotidien, on ne sait pas quelle mission ils font, comment ça se passe. Donc c'est aussi très exaltant de se dire, bon là en fait j'ai fait un pari énorme qui m'a coûté beaucoup. Donc maintenant, voilà, j'accède un petit peu à ma Mm. récompense. Et donc il y a un côté hyper exaltant de rentrer dans ce monde mystérieux, de faire partie de cette grande famille. C'est quand même sacrément émouvant, quoi. Mm. Et justement, quand vous êtes rentré dans cette grande famille et que vous avez exercé vos premières missions, est-ce que vous en avez encore le souvenir de ces premières missions? Et si Oui. oui, qu'est-ce que vous en gardez? Parfois c'est un peu difficile parce que quand on est jeune, quand on arrive dans cette boutique-là, c'est quand même assez rude parce que on découvre aussi notre réalité. Donc on a travaillé dur pour arriver à ce béret vert, on arrive à ce béret vert, et là on nous explique qu'en fait il y a une pyramide hiérarchique et que vous êtes en bas de la pyramide. Mm. Enfin pas hiérarchique, mais une pyramide de compétences. Et donc vous êtes en bas de la pyramide de compétences. Et donc il va falloir que vous commencez à travailler dans votre domaine, dans votre spécialité, à devenir quelqu'un de compétent.
Ça Parce doit être que dur ça, parce que du coup, c'est très difficile. parce qu'on pendant des mois, vous avez fait un stage extrêmement dur et donc vous dites ça y est, c'est la concrétisation et en fait, on vous remet tout en bas pour vous dire C'est ça, bah, tout reste à faire, quoi. exactement. Je trouve qu'on le retrouve un petit peu parfois dans les concours qu'on passe, dans les Mm. examens. Quand on s'en souvient, on se dit, bah, en fait, c'était pas si dur, quoi. Oui, exactement. Alors qu'en fait, on se mettait une pression de dingue la veille, on n'a pas dormi, et là, en fait, une fois qu'il est passé, on se dit, bon, en fait, ça va aller, quoi. Mm. Donc il y a un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'une fois que c'est passé, on se dit, bon, en fait, c'était cool, et boum, en fait, ils nous remettent la pression en nous expliquant qu'en fait, on a toute une série de compétences à acquérir, plein de Mm. choses à apprendre, pour être à niveau et pour être conservé dans cette fraternité qu'on nous propose. Euh, donc, on n'est pas dans un système où, une fois que c'est acquis, c'est bon les gars, vous êtes à domicile, reposez-vous, Ouais. ça va être facile à partir de maintenant, au contraire. En fait, là, on se remet en pression. Pour l'émission, bah, il faut être à niveau. Il y a une émulation qui se fait entre unités pour pouvoir être le bon groupe qui va partir sur la bonne mission, etc. Donc voilà, on revient, on souffle un peu après le verre est vert, et puis on se remet le pied à l'étrier. Alors, pas autant qu'au stage commando, mais voilà, on continue à être éprouvé tout du long. Et en fait, finalement, c'est une carrière. En fait, c'est Mm. toute sa carrière, on passe notre temps à apprendre, à progresser, à être formé, etc. Donc Mm. c'est, Et justement, comment on évolue concrètement dans les métiers de l'armée, justement? alors c'est une question très générale. Hmm. Euh, Bah, de gravir les échelons petit à petit, comment ça s'effectue? Est-ce que c'est en interne avec votre supérieur hiérarchique qui va vous noter et on va dire bah, cette personne-là mérite de gagner un échelon, entre guillemets, ou est-ce que vous avez des compétences à remplir et une fois que vous remplissez ces compétences, vous pouvez grimper? Comment concrètement ça se passe? alors, de manière très très concrète, les militaires sont notés tous les ans. Ils ont un bulletin de notation tous les ans. Ça s'appelle un BNA, un bulletin de notation annuel. Toutes les armées, c'est la même chose. Et tous les ans, on va revoir les objectifs qui ont été fixés en début d'année. Donc ça, c'est à titre individuel, hein. Donc chacun est reçu par son N+1 pour fixer les objectifs et ensuite, au fur et à mesure, voir les indices où est-ce qu'on en est. Un peu comme dans le civil, hein, finalement. Hmm. Un petit peu comme quand on travaille en entreprise. Et à la fin de l'année, en fonction des objectifs atteints ou non atteints, voilà, on sera plus ou moins bien noté. Et donc, on sera plus ou moins senti pour passer au grade supérieur, présenter tel nouveau concours interne, telle nouvelle compétence interne, etc. Sachant que là où c'est un peu différent du civil, c'est que tout ça, c'est entrecoupé de missions. Et donc, on a aussi un système de notation en mission, où en fonction des actions qu'on a menées, on va aussi avoir une notation et avoir des remarques, etc., qui rentreront en compte, ou même dans les exercices, hein, dans les entraînements, dans les exercices, on va avoir des... En fait, on est monitoré en permanence dans l'armée. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un pour dire, pour à la fin débriefer, quelque chose qu'on adore faire dans l'armée, on aime bien briefer, débriefer, ce qui est assez sain d'ailleurs. Et quand on débrief, on fait un débrief général, mais on peut aussi faire des débriefs individuels pour dire, attention, il y a ça et ça qui va pas. Et donc ça rentre dans la notation générale à la fin. Ouais, vous l'évoquez souvent, ça dans votre livre, vraiment ce côté très transparent entre vous après l'émission, même avant l'émission, où il n'y a pas de choses qui est gardée un petit peu en tête. Tout est dit, tout est débriefé. Alors bien sûr, après, il y a du politiquement correct, entre guillemets, mais généralement, ouais, il y a, enfin en tout cas, vous l'évoquez vraiment après vos missions, ce côté débrief pour aussi vous rendre, pour des prochaines missions, être plus prêt, entre guillemets. Oui, et surtout, c'est dans un. Je pense que c'est l'apanage des unités d'élite. Dans une unité d'élite, on est obsédé en permanence par le progrès qu'on fait. Mm. On veut toujours être meilleur. Et on veut toujours faire le moins de fautes possible et avoir des personnels qui progressent individuellement et en groupe. Et donc pour ça, il y a une énorme pression qui est mise aussi, alors qui, paradoxalement, qui n'a rien à voir avec nos salaires, rien à voir avec, on n'a pas de bonification, on n'a rien. Mais comme on court tous à vouloir, on aspire tous à vouloir être le commando le plus compétent, le chef le plus visionnaire, le plus compétent dans sa fonction, etc. Ben, en fait, il y a vraiment une émulation qui se crée et on cherche tous à vouloir faire du mieux possible. Et donc, on est obligé à la fin, par exemple, d'un gros exercice qu'on a fait, de débriefer, savoir pourquoi il y a eu telle faute, remonter à la racine de la faute et essayer de la combler, ou essayer de l'effacer pour la fois prochaine. Mm. Sachant que la fois prochaine, il y aura d'autres erreurs, mais on va essayer voilà, de réduire à chaque fois le spectre des erreurs.
Et quand on parle de tout ça, quand on parle du stage, quand on parle des missions, quand on parle justement là de ce côté des briefings, tout ça, c'est quoi concrètement du coup les valeurs que l'on apprend à l'armée maintenant que vous avez ce recul? Quelles sont vraiment les valeurs qui ressortent après avoir été commando marine et même dans l'armée en général? Alors, vous parlez par exemple de la marine, la devise de la marine. La devise de la marine, c'est honneur, valeur, patrie, discipline. C'est 4 mots qui sont sur tous les bâtiments militaires de la marine. Donc ça veut dire que le Charles de Gaulle, vous montez à bord de Charles de Gaulle, vous regardez le pont d'envol, juste au-dessus c'est marqué honneur, valeur, patrie, discipline avec des grosses plaques de laiton. Vous allez sur des bâtiments à terre de la marine, c'est marqué honneur, valeur, patrie, discipline. Donc ça c'est la devise de la marine. Après chaque régiment a des devises qui sont souvent un peu dans le même esprit. Voilà, donc c'est souvent des locutions latines, des devises en vieux français, voilà. Mais tout ça, ça reste un peu du décorum, en fait, finalement. Parce qu'honneur, valeur, patrie, discipline, bon, ok, c'est des beaux mots, mais c'est difficile de le décliner, enfin, de comprendre en quoi ça se décline dans moi, mes relations avec mes camarades, mes hommes, mes chefs, etc. Mais je pense que tout comme l'architecture, il y a un effet de l'environnement sur l'humain. Hmm. Je crois que c'est Balzac qui disait la moule est façonnée par son environnement. Ou c'est l'huître, je crois. C'est l'huître qui est façonnée par son environnement. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Enfin, Crois, bref. ouais. L'huître, Oui, je crois que c'est c'est l'huître. ça. Ouais. Et en fait, pour l'être humain, je pense vraiment que c'est la même chose. C'est très différent, par exemple, d'étudier dans un bâtiment qui ressemble à un hangar que d'étudier dans un bâtiment Bien sûr. d'architecture classique, par exemple. Je trouve que il y a une forme d'inspiration, en fait. Mais c'est un espèce de non-dit. Et quand on est entouré de bâtiments qui portent ces valeurs-là, moi, j'étais puni une fois, je me suis retrouvé à les briquer, ces trucs-là, par exemple. Je me suis retrouvé à briquer ces plaques en laiton, en fait. Ça paraît complètement anodin. Mais en réalité, c'est un geste qui est assez fort parce que pour le coup, j'étais en train de briquer un truc qui ne sert à rien, en fait. Qui n'est même pas du décor. Enfin, c'est même pas joli. Mais c'est juste, C'était symbolique. c'est un symbole, en fait. Ça porte un symbole qui est hyper fort. Et qui parle, je pense, à nos inconscients individuels, nos inconscients collectifs. Tout comme le béret, justement. Tout comme le béret, Voilà. exactement. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on vocalise facilement. C'est-à-dire qu'on dit, attendez les gars, faites pas ça, regardez ce qu'il y a marqué sur le bâtiment, on peut pas faire ça. C'est pas aussi trivial que ça, mais il y a un phénomène, en fait, qui est généré par le fait d'être environné par tout cet environnement, enfin, justement, par ce décorum, ces mots qui nous disent ça. Et je pense que ça se décline après, pour en parler de manière plus concrète dans nos relations, au niveau des valeurs de l'armée, dans des attitudes qui moi, me marquent beaucoup, qui sont par exemple la parole donnée. Quand vous êtes dans l'armée, vous serrez la main à un mec et il vous assure de son soutien pour tel truc ou qu'il sera là à l'heure, etc. Bon, en fait, souvent, dans l'armée, on a cette relation d'homme à homme qui est presque une relation féodale. C'est-à-dire qu'en fait, tu me dis ça, si tu ne le fais pas, en fait, je te déconsidère. Ta réputation va être entachée. Le gars va pas perdre de salaire. Hein. Oui. Le gars va pas perdre de pouvoir d'achat. Je vais pas lui mettre un malus financier. Non. C'est sa réputation qui va être ternie. Mais il y a le regard des hommes après Il y a le regard des autres qui vont dire, attention, lui, quand il m'a dit ça, il n'a pas tenu sa parole. Et alors, dans le civil, je pense que aujourd'hui, ces moments-là sont rares, puisqu'on est dans une société très libérale, où la plupart des relations sont transactionnelles, finalement. Enfin, tout est transactionnel dans nos relations, pour 99%. Dans l'armée, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quasiment toutes nos relations ne sont pas transactionnelles, mais sont fondées sur nos compétences. Lui, je lui demande de faire telle chose, il le fait mal, eh bien je vais dire de lui qu'en fait, c'est un mec qui bosse pas bien. Et ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Bien sûr. Parce qu'à la fin, on arrive dans des paradoxes vraiment bizarres, parce que l'entreprise civile, par exemple, dans ce qu'on appelle les forces de vente maintenant, donc ce sont les groupes où il y a tous les vendeurs pour un produit, il y a toujours une problématique entre le chef et ses vendeurs et leur performance. Parce que le mec qui performe le mieux parmi ses vendeurs, souvent, va pouvoir contester à la place du chef et dire, je suis le meilleur vendeur, il serait légitime que l'année prochaine je sois muté et que je devienne le chef du groupe de vente. Donc en fait, le chef se retrouve dans une espèce de situation très délicate
où il veut que son groupe soit le meilleur groupe de vente, mais il veut pas Ouais, il faut pas que ce soit trop non qu'il soit plus. trop bon non C'est plus, les ça. gars. Mm. Donc on se retrouve dans une espèce de situation impossible, alors que dans les armées, vous voulez que tous les gars de votre Mm. groupe soient les meilleurs. Mm. C'est ça, ouais, Et exactement. comme il y a un système hiérarchique qui est extrêmement marqué, contrairement à beaucoup d'entreprises où les choses sont horizontalisées, nous au contraire c'est très triangulé, c'est-à-dire que tout le monde sait qui est où, chacun a son grade, etc. On n'a pas besoin de le rappeler au quotidien, on vient avec son grade, les choses sont claires. La hiérarchie est marquée et surtout elle est acceptée. Et bien en fait le mec peut devenir le meilleur dans sa Ouais. compétence, Il n'y il aura pas sera le jamais problème, le il y chef. aura pas le problème qu'ils deviennent Exactement. au-dessus. Et donc Voilà. il ne s'inscrit pas dans un phénomène de prédation envers son chef. Et au contraire, son chef veut qu'il devienne le meilleur des meilleurs des meilleurs, parce que ça contribuera à tout le groupe, et ça fera de tout le groupe le meilleur groupe, et donc lui, le chef du meilleur groupe. C'est super bien résumé et c'est vrai qu'il y a on voit bien cette grande différence avec le civil et c'est vrai que d'ailleurs beaucoup de personnes considèrent que parfois, même dans des entreprises, il y a un petit peu, des fois on retrouve ce côté un petit peu militaire que certains patrons veulent essayer d'impérioriser parce que bah, justement la hiérarchie est extrêmement marquée et il y a cette cohésion de groupe qui fait que tout le monde est meilleur avec un grand chef, que tout soit respecté. Avec, Le grand paradoxe de l'armée, juste pour compléter hmm, ce que nous disons, c'est qu'il y a une hiérarchie qui est extrêmement marquée. Et paradoxalement, c'est elle qui dégage le plus d'harmonie. Une hiérarchie bien marquée dégage de l'harmonie. Et j'ai une illustration pour expliquer cela. Souvent, quand je vois des jeunes engagés qui sont dans leur spécialité, je pense à des hommes opérateurs, des machins, qui sont sergents ou caporal, enfin bref, et je lui dis, est-ce que toi, tu serais content de remplacer le général, de prendre la place du général? C'est-à-dire, si je transpose dans le monde civil, de dire au gars qui est rentré et qui est livreur chez Danone, de lui dire, est-ce que ça te plairait de devenir PDG de Danone? Je pense qu'il y a beaucoup de livreurs qui aimeraient être PDG de Danone avec son salaire. En revanche, à chaque fois que j'ai essayé de faire le même truc dans l'armée, ça n'a jamais marché. hmm. Aucun sergent ne m'a jamais dit ah oui, je veux bien, moi, je veux bien être général. Ouais. Ils m'ont tous dit j'adore ce que je fais. Moi, ce que je veux, c'est être bon dans ma compétence. Ça m'intéresse pas d'être général. Je pense que c'est hyper important parce que justement dans l'armée, il n'y aura pas ce côté-là où on sait qu'on est à côté d'un camarade et qu'on peut lui faire confiance. Et que dans la société civile, malheureusement, enfin, je pense qu'on retrouve vraiment ça dans le monde de l'entreprise, où parfois on peut être accompagné de collègues et qu'on sait qu'à tout moment, ce collègue-là, parce qu'il sait qu'il va y avoir la place du chef qui va se libérer à la fin d'année, va à un moment donné, je vais être schématique, mais va falsifier une vente ou va faire des choses pour que justement, alors que dans l'armée, il n'y a pas ce côté-là et je pense que ça aide et que c'est hyper important parce que il y a des vies en jeu et quand vous avez votre camarade à côté de vous qui va peut-être vous sauver la vie, c'est hyper important que justement ce camarade-là fasse pas une action parce que il sait qu'il va devenir chef dans un an et que il y ait ce côté calculé entre guillemets. Ouais. Alors, bon, l'armée a d'autres travers, hein, Oui, bien bien sûr. sûr. Donc, tout n'est pas tout blanc, voilà. Mais en tout cas, sur ce point-là, je trouve que la différence est assez intéressante pour être soulignée. Mm. Et je finirai là-dessus pour ce qui est de ma rubrique un petit peu présentation. On entend souvent parler, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le devoir de réserve Mm. lorsqu'on est militaire. Euh, c'est quoi concrètement ce devoir de réserve? Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'ancien membre, vous y êtes encore soumis? Est-ce que, il y a une vraie utilité aujourd'hui à ce devoir de réserve, justement, dans une société où exprimer des choses n'a jamais été aussi important. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes allé voir le devoir de réserve dans le Code de défense, ce dont il s'agit? Il y a un article qui traite de ça. Non, je suis pas allé le D'accord. voir. Mais je sais que je l'ai traité justement en Ah oui. tant que réserviste de gendarmerie, mais en fait, on l'a Alors, passé en tout très cas, moi, je vous rapidement. invite à aller jeter un coup d'œil dans le Code de défense. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Mhm. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, le devoir de réserve est extrêmement flou. Mhm. Pour dire ça dans les termes juridiques, c'est une notion jurisprudentielle qui n'a jamais été définie, contrairement à d'autres choses, d'autres lois qui sont extrêmement bien définies sur ce que les militaires peuvent dire ou ne pas dire, comme par exemple le secret des opérations, l'atteinte à l'image des armées, le secret défense, etc. Ça, c'est très bien défini. Vous parlez d'un truc secret défense, vous parlez de la forme des hélices d'un sous-marin nucléaire d'attaque français, vous êtes tout de suite attaqué par l'État et vous finissez très rapidement en prison avec peu de chances de vous en sortir. Mhm. Parce que vous trahissez un secret d'État. Euh, donc ça, c'est très bien défini. Très très bien défini. Le devoir de réserve s'applique à tous les militaires d'active, de réserve, mais il n'interdit absolument pas aux militaires de s'exprimer. En revanche,
je pense qu'il peut être utilisé dans certaines situations de manière assez perverse pour mettre une certaine pression aux militaires pour ne pas qu'ils s'expriment. Alors que c'est pas concrètement dit qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Mais au contraire, Ouais, bien au contraire. 2018, le général Lecointre, chef d'état-major des armées, fait une allocution en disant les militaires doivent s'exprimer. On leur demande de s'exprimer. On leur demande d'écrire. Vous pouvez aller voir sur Internet, hein, vous tapez les bons mots-clés, vous allez voir le général Lecointre qui dit écrivez, exprimez-vous. Donc ils n'attendent que ça. Alors ça c'est la théorie. La réalité est bien différente. Moi quand j'en sais quelque chose, j'ai écrit un livre en tant que militaire d'actif, donc voilà. Bon, et encore, moi j'ai pu le sortir parce que j'étais bien entouré, j'étais officier, voilà, j'étais dans des conditions qui m'ont permis de tenir la marée. En revanche, j'ai été contacté par un jeune caporal récemment, d'un régiment de chasseurs alpins, qui a écrit sur une mission qu'il a fait en Guyane, une super aventure. Il a écrit un très beau bouquin pour marquer, parce que il aime écrire et pour coucher un petit peu ses souvenirs. Bien sûr. Et donc j'ai eu le privilège d'en recevoir un exemplaire. Et c'est un super bouquin qui ferait rêver plein de personnes et qui permettrait de donner une vision très authentique de ce qu'est l'armée. Sauf que quand il a évoqué l'idée de le publier à ses chefs, ils lui ont tout de suite mis une certaine pression en lui expliquant qu'il y avait toute une série de fourches codines à franchir par les armées, ce qui est absolument faux. Hein. Il y a 2 façons d'écrire dans les armées, et j'espère que tous les militaires qui veulent écrire en prendront bien note. Il y a les œuvres conventionnées, donc ce sont des œuvres qui sont faites en partenariat avec l'armée. Donc pourquoi est-ce que l'armée fait ça ? Parce qu'en fait, ça lui permet de communiquer sur certains sujets en donnant des moyens à la personne qui veut communiquer, donc un journaliste par exemple. Mais en revanche, il y a dans ce cas-là un filtre qui doit être passé, et parce que l'armée veut maîtriser ce qui va être dit par le journaliste sur son reportage, sur les hélicoptères de l'armée. Voilà. Donc ça, c'est les livres conventionnés. Et du reste, n'importe quel militaire peut écrire, au même titre que n'importe quel Français est libre d'écrire sur ce qu'il semble bon d'écrire. Donc j'invite tous les militaires français qui veulent écrire, qui veulent s'exprimer, à s'exprimer, en respectant les règles qu'on a évoquées initialement. Donc bien sûr les sujets confidentiels défense, l'atteinte au renommé des armées, etc. Mais en dehors de ça, ils sont parfaitement libres de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, sans devoir faire relire à leur chef, etc. Ils doivent simplement rendre compte à leur chef qu'ils écrivent un livre, et c'est tout. C'est ce qui a marqué exactement le code de défense. De toute façon, un bon juriste, je pense ne pas me tromper en disant ça, vous dira qu'une notion mal définie ou pas définie, il n'y a pas plus dangereux. C'est extrêmement flou et dangereux. C'est une pression. En fait. Parce que c'est source d'interprétation de qui veut, quand on veut. C'est très arrangeant en fait. Et c'est ça. C'est-à-dire que dans telle situation, on va l'interpréter de telle façon parce que là, on va avoir parlé d'un hélico, il ne peut pas parler. Voilà, dans telle autre situation, ça permet de faire de la communication. Donc là, justement, exactement. Là, c'est ça. Donc c'est malheureusement ce côté-là, mais c'est vrai que c'est très intéressant, et peut-être qu'un jour il y aura une jurisprudence justement ou un texte qui viendra, le législateur interviendra pour. Mais à mon avis, vu que je pense que ça arrange plus que ça dérange. Au détriment de tous ceux qui veulent s'exprimer dans l'armée. Hein. Et justement, il y a la communication de l'armée. C'est ça, il y a un petit peu ce côté opaque où justement l'armée a peut-être du mal un petit peu à avoir des hommes à vraiment rendre l'armée attrayante. Et peut-être que justement, en venant adoucir ce devoir de réserve, permettrait justement, à travers des livres comme vous le faites, ou à travers de votre camarade vous expliquer, justement de la rendre attractive, parce que ça nous permettrait d'avoir une communication beaucoup plus importante et beaucoup plus lucide sur l'armée. Absolument. Voilà.